Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le webinaire est consacré à la hernie de coupole diaphragmatique et je vais vous parler de traitement in utero et où est-ce qu'on en est en 2021. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce que c'est que la hernie de coupole diaphragmatique, il s'agit d'une malformation qui est une maladie rare qui concerne environ 1 sur 2000 enfants qui naissent, pour lesquels il existe un trou dans le diaphragme et pendant la vie fœtale, le contenu du tube digestif remonte dans le thorax, ce qui fait que les enfants naissent avec une hypoplasie pulmonaire, accompagnée le plus souvent d'une hypertension artérielle pulmonaire. Les poumons sont non seulement petits, mais en plus ils ne fonctionnent pas tout à fait correctement, et ce, avec des degrés très divers. Il y a des enfants qui vont naître et qui ne vont pas sortir de la salle de naissance vivant parce que l'hypoplasie pulmonaire sera extrêmement sévère, et des diagnostics qui peuvent être faits, par exemple, à l'âge adulte. Typiquement, il y a des diagnostics qui sont faits chez les femmes au moment de l'accouchement. Quand elles poussent, elles font une détresse respiratoire parce que le contenu du tube digestif est monté par un orifice diaphragmatique qui existait depuis la naissance, mais qui n'avait pas été vu. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est une coupe anatomique de fœtus avec un diaphragme dont il reste juste la berge antérieure, le foie ascensionné dans le thorax, le poumon tout petit ici, du tube digestif, et on voit ici le cœur qui est complètement dévié. Donc, aujourd'hui, lorsque le diagnostic est fait en période prénatale dans environ 80% des cas, donc en général à la deuxième ou à la troisième échographie qui est réalisée dans le cadre de la surveillance de la grossesse. Et notre rôle en prénatal va être d'évaluer le plus précisément le pronostic pour permettre aux gens de faire un choix sur la suite qu'ils souhaitent donner à la grossesse, on va en parler, et puis pour les préparer également dans le cas où la grossesse est poursuivie et pour donner des indications le plus précis possible aux médecins qui vont prendre l'enfant en charge après la naissance, d'abord les réanimateurs néonataux, puis les chirurgiens. Donc, l'évaluation pronostique se fait grâce à plusieurs examens. D'abord, l'échographie, et on va mesurer ce qu'on appelle le LHR, le Long Overhead Ratio, qui est en fait une évaluation du volume pulmonaire. Ça a été décrit par Mectus puis par Jacques Jany. En fait, l'idée, donc ça c'est une coupe de thorax. Vous voyez ma flèche? Ouais. Une coupe de thorax avec ici le cœur fœtal et juste au-dessus le poumon contralatéral à la hernie, et donc on mesure ce poumon, la plus grande longueur, la plus grande largeur, et on rapporte cette mesure au périmètre céphalique, ceci pour s'affranchir de la taille du fœtus. C'est-à-dire, quand on est petit, on a des petits poumons, une petite tête; quand on est gros, on a des gros poumons, une grosse tête, et donc cette mesure permet de s'affranchir du volume fœtal. Ce qu'on fait également, c'est qu'on ne rend pas le résultat sous forme de LHR brut, mais de LHR observé sur attendu, c'est-à-dire il y a des courbes qui ont été faites pour savoir quel était le volume pulmonaire attendu pour un âge gestationnel donné, et en fait on fait un ratio entre le volume pulmonaire du fœtus et celui attendu pour l'âge gestationnel, et les résultats sont rendus de la même façon pour l'IRM. Et donc, vous voyez très bien sur le schéma à gauche que quand on a un LHR observé sur attendu à moins de 25%, les chances de survie de l'enfant sont de moins de 20%. Alors, ce n'est pas parfait, bien évidemment, parce qu'avec ce volume, on évalue simplement le volume et pas la fonction du poumon, et ça va être tout le problème, parce qu'on arrive à évaluer très bien l'hypoplasie pulmonaire, un tout petit peu moins l'hypertension artérielle pulmonaire. Un autre moyen d'évaluer le volume pulmonaire, c'est l'IRM. Donc, on fait le volume total du poumon à l'IRM. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous faites les deux? C'est simplement parce que, d'abord, pour avoir un double contrôle, et parce que dans les formes modérées, où le poumon homolatéral à la hernie a quand même un certain volume, on ne voit pas du tout le poumon homolatéral à la hernie à l'échographie. Donc, l'estimation du volume pulmonaire est meilleure à l'IRM, mais seulement pour les formes modérées, parce que dans les formes sévères, le poumon est tellement petit du côté de la hernie que le volume pulmonaire total ne va pas beaucoup changer. On a également, grâce aux études faites par notre équipe avec Anne-Gaëlle Cordier et avec Jacques Jany, trouvé un moyen d'évaluer la position du foie simplement en regardant la position de l'estomac sur la coupe du LHR.
la position du foie dans le thorax est un facteur de mauvais pronostic, ce qu'on comprend très bien, parce que ça fait un organe supplémentaire qui va comprimer le poumon. Et en fait, Engel s'est rendu compte que, en regardant sur la coupe du LHR, plus l'estomac était haut dans le thorax, et on prend comme repère le plan des valves cardiaques que vous voyez ici, plus le foie était ascensionné. Donc, c'est une mesure qui nous permet aujourd'hui, on va parler de chirurgie in utero, de sélectionner les fœtus à qui on va proposer la chirurgie in utero par téléconsultation, avec le gynéco qui nous envoie la mesure du LHR et la localisation, l'image de la localisation de l'estomac, et nous, on évalue quel est le pronostic de l'enfant et s'il est éligible ou pas à la chirurgie in utero. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans l'évaluation, bien sûr, le caractère isolé ou pas de la malformation, puisque tout ce que je vais vous raconter pour la prise en charge avec la chirurgie in utero ne concerne que des enfants qui ont une hernie isolée, en sachant qu'en prénatal, on peut passer à côté d'un syndrome polymalformatif, mais en général, quand l'échographie est bien faite, c'est rarement le cas, mais ça peut arriver, et surtout, on peut passer à côté de syndromes génétiques qui ne se manifestent pas par autre chose que la hernie, mais la plupart des temps, la hernie est isolée, et si on a une anomalie associée, une malformation cardiaque, une malformation neuro, on ne va évidemment pas proposer la chirurgie in utero, puisque le pronostic n'est pas bon du tout. L'évaluation de la vascularisation, on travaille beaucoup dessus, mais on n'est pas bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et une raison pour ça, c'est que la vascularisation après la naissance, pulmonaire en tout cas, n'est pas du tout la même qu'avant la naissance, qu'après la naissance. Avant la naissance, le bébé vit dans du liquide, il a du liquide dans les poumons qui est sécrété par les poumons. Mais après la naissance, forcément, il y a de l'air et les résistances pulmonaires baissent drastiquement au moment de la naissance. Et donc, c'est compliqué pour nous d'évaluer l'hémodynamique pulmonaire après la naissance alors qu'elle n'est pas la même avant. Pour le cœur, aujourd'hui, les réanimateurs s'orientent beaucoup vers l'analyse de la fonction cardiaque, en particulier du ventricule gauche, pour évaluer le pronostic néonatal immédiat de l'enfant. Donc nous, on essaie en prénatal de regarder le cœur de plus près. Et là, on a un programme de recherche qui commence avec Laurence Rocher pour essayer de regarder le cœur en IRM et également en échographie avec des nouveaux marqueurs. Parfois, les viscères sont emballés dans un sac et dans ces cas-là, le pronostic est meilleur et pour une raison qu'on ne comprend pas encore, on ne le voit pas bien à l'échographie. Et donc ça, on essaie d'améliorer aussi. Et puis, bien sûr, la génétique. Et il y a un très gros travail qui est fait par l'équipe de cytogénétique de Béclair pour mettre en place des tests, éventuellement un panel de gènes pour les hernies de couple. Alors, quand un diagnostic de hernie est fait en prénatal, on peut dire que 3 choix sauf au couple, mais ça dépend également de l'évaluation pronostique. Donc nous, notre rôle, c'est d'évaluer le plus précisément possible le pronostic de ces enfants. Et puis, en fonction du pronostic, on va parler soit d'expectative et de prise en charge à la naissance. Donc ça va être le cas le plus souvent pour les enfants qui ont un bon pronostic. Dans les formes catastrophiques, avec un LHR inférieur à 15%, avec un foie très, très ascensionné, se discute l'interruption médicale de grossesse, même si tous les collègues réanimateurs ne sont pas forcément d'accord. On pourra en reparler si vous voulez, mais c'est des enfants qui ont quand même une vie très compliquée, donc ça se discute. Et puis, depuis peu de temps, on peut proposer un traitement in utero. Il faut savoir que sans traitement in utero, le taux de survie global, toutes formes confondues, on est environ en France à 60% de survie. Donc ça reste quand même une pathologie qui n'est pas de très bon pronostic. Alors évidemment, quand le LHR est à 60% et que le foie est intra-abdominal et l'estomac aussi, le pronostic est très bon, mais à l'inverse, on peut avoir des formes catastrophiques. Alors, la chirurgie in utero a comme but de réduire la pathologie avant la naissance, ou en tout cas d'améliorer le pronostic, bien sûr. Et les premières chirurgies ont été faites à utérus ouvert, et le but, c'était de réduire la hernie avant la naissance. Donc, c'est essentiellement l'équipe de Michael Harrison à San Francisco qui a commencé les premières chirurgies. Ça date du début des années 90. Et le prérequis pour envisager une chirurgie, c'était bien sûr un diagnostic anténatal certain, une physiopathologie connue, un pronostic mauvais en l'absence de traitement, que la technique a été mise au point sur un modèle animal, et ça,
que ça soit toutes les techniques que je vais vous montrer, elles ont été mises au point sur essentiellement les modèles de brebis, puisque le fœtus de brebis a à peu près le même poids qu'un fœtus humain et que la circulation placentaire est une circulation hémocoriale comme chez l'homme. Et puis, bien sûr, la sécurité maternelle n'est pas menacée, et c'était le problème de la chirurgie fœtale à utérus ouvert. Donc ça, c'est des images d'archives où vous voyez que l'utérus était ouvert avec une très grosse balafre. Le fœtus était exposé, en tout cas la partie qui allait être opérée. Et puis l'utérus était refermé avec des grosses agrafes. Et donc le problème de cette chirurgie à utérus ouvert, qui ne se pratique plus dans cette indication, c'était que toutes les patientes accouchaient prématurément. Leur pronostic obstétrical était grévé par la balafre sur l'utérus, donc ça voulait dire césarienne pour toutes les autres grossesses. Et puis, assez rapidement, les équipes américaines se sont rendues compte qu'à chaque fois qu'ils réintégraient une hernie avec un foie dans le thorax, le fœtus décédait parce qu'en fait, il y avait une plicature du ductus venosus, qui est le vaisseau qui permet à la veine ombilicale, qui va de la veine ombilicale jusqu'à la veine cave. Et forcément, quand le foie était remis à l'intérieur, ce ductus était plicaturé et donc le fœtus mourait. Je vous ai dit tout à l'heure que les fœtus qui avaient le foie ascensionné étaient ceux qui avaient le moins bon pronostic. Et donc, en fait, ils ont appliqué cette technique aux fœtus qui avaient le meilleur pronostic. Assez rapidement, il y a eu un essai randomisé qui a été fait, et c'est la première fois qu'en médecine fœtale, on a commencé à réaliser des essais randomisés, parce qu'il y a très peu de patients, c'est des cas relativement rares. Et donc, l'essai randomisé a montré assez rapidement qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie, de durée de ventilation, durée d'hospitalisation, pour les raisons que je vous ai expliquées, c'est-à-dire qu'en fait, ils opéraient les enfants qui avaient le meilleur pronostic, et donc cette technique a été arrêtée. En parallèle, on est plusieurs à avoir s'est inspiré de travaux qui d'ailleurs à l'époque, qui datent des années 50, que l'on doit à Jost et Policar, qui avait montré que quand on obstruait une trachée, les poumons grossissaient. Et pourquoi? Parce que pendant la vie fœtale, il y a du liquide dans les poumons. Ce liquide est sécrété par les pneumocytes, ce n'est pas du liquide amniotique. Il est maintenu à une certaine pression. Et à chaque fois que le fœtus respire, le liquide sort et le poumon, en fait, pendant la vie fœtale, passe son temps à se gonfler et à se vider. Et c'est comme ça que se forme le poumon. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir occlure la trachée. Et vous voyez, ça, c'était un schéma de Harrison qui date des années 80. Et c'était très visionnaire parce qu'effectivement, vous allez voir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, la technique d'occlusion trachéale limite beaucoup la mortalité maternelle, parce que vous allez voir, on le fait par simplement avec un fœtoscope. Ça se fait sous anesthésie locale. Il n'y a pas besoin de protocole de tocolyse pour arrêter les contractions. Ça ne modifie pas le pronostic obstétrical. Alors, je vais vous raconter tout à l'heure l'histoire de toute cette chirurgie, mais le premier cas de fœtoscopie a été fait par Yann Deprest et Kypros Nicolaides en 2011, et je vais vous raconter cette petite histoire et où on en est aujourd'hui avec des essais randomisés qui viennent de se terminer. Donc, en quoi consiste la fœtoscopie? Donc, vous voyez ici un fœtus qui est parfaitement positionné de profil, on l'endort. Alors là, il est sympa, il s'est endormi avec la main juste devant le front, et on rentre sous écho notre fœtoscope jusqu'à la bouche. Là, à ce moment-là, on passe sur le fœtoscope, on ne regarde plus à l'échographie. Et donc là, vous avez la lèvre inférieure. On va reconnaître tout de suite la langue avec les papilles. On se repère en cherchant le rafet médian sur le palais. On descend le long de la langue. Et on va voir l'épiglotte, passer l'épiglotte, et on va arriver sur les cordes vocales. Donc, normalement, ce film est monté correctement, vous n'avez pas trop mal au cœur. Voilà, et donc les cordes vocales. Et on rentre en mettant du liquide, on injecte du liquide du sérum Phi, et donc on rentre dans la trachée, et on va poser donc un petit ballonnet pour occlure la trachée. Je vais vous raconter un peu tout à l'heure l'historique rapidement. Et donc, avec ce ballonnet qu'on gonfle, en général 1 cm en dessous de la carène. Donc, ça ressemble à ça après à l'échographie, on peut contrôler comme ça. Et donc, on largue le ballonnet qu'on laisse en place et qu'on va retirer par la même voie 4 semaines après la pause.
Donc, je vais vous donner les résultats de 2 essais randomisés internationaux qui ont permis de valider l'utilisation de ce ballonnet. Donc, l'histoire, tout à l'heure, je vous ai parlé des travaux de Jost et Policar dans les années 50, et puis l'équipe de Harrison, avec en particulier Holly et Drake, ont dit nous, on va essayer d'aller regarder ce que ça donne chez les fœtus porteurs de hernie de Kupol. Et donc, ils ont ligaturé la trachée avec du fil. Le LHR, ça date de 96, et puis mon équipe et celle de Yann de Prest, moi je faisais un DEA à l'époque, on a eu l'idée d'aller poser, donc au même moment, en Belgique et en France, ce petit ballonnet que vous avez vu. Et en fait, moi à l'époque, je travaillais à Necker, et Francis Brunel, qui était le chef de service de radiopédiatrie, nous avait montré comment il dilatait les artères rénales des petits-enfants qui avaient des sténoses. Et à l'époque, Claire Fekete, chez qui j'étais interne, m'avait dit trouver un moyen pour faire l'occlusion trachéale comme l'équipe d'Edric, mais il faut que le ballon parte tout seul. Et comme j'avais vu Francis Brunel monter les petits ballons, j'ai été chez le boucher, j'ai été chercher un petit bout de trachée, et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez mettre votre petit ballon là-dedans? Et c'est parti comme ça. Donc après ça, en 98, une équipe canadienne qui travaillait aussi avec Yann de Prest a montré qu'en fait, on pouvait mettre le ballon, mais qu'on obtenait des meilleurs résultats si on retirait le ballon, parce que notre équipe avait montré qu'en fait, quand on mettait le ballon, on entraînait une transformation des pneumocytes 2 en pneumocytes 1, et donc il y avait des déficits en surfactants, et donc des poumons qui n'étaient pas fonctionnels. Et donc l'équipe de Mme Flajol avait montré que si on retirait le ballon, on récupérait des pneumocytes 2. Pendant ce temps-là, les équipes américaines de Philadelphie ont commencé à poser des clips chez les fœtus. Donc, vous voyez, ce n'est pas un photomontage, c'est un petit fœtus à 26 semaines à qui on pose un clip, qui évidemment posait le problème de comment retirer le clip à la naissance avec des enfants qui se retrouvaient trachéotomisés à peine nés alors qu'ils étaient encore branchés sur le placenta. Et puis, en 2001, Yann de Prest, qui était un peu plus âgé que moi, avait eu, lui, la possibilité de poser le premier ballon chez l'humain. À partir de là, il y a eu un autre essai américain où ils ont randomisé la pose de clip. Alors, vous voyez, ils faisaient une espèce de… Le fœtus était encore in utero, il sortait l'utérus et ils faisaient une célioscopie pour aller ouvrir, exposer la trachée et la clipper. Donc, il y avait 100% de lésions des récurrents. Donc ça a été assez rapidement arrêté. Entre-temps, en 2007, il y avait un consortium européen qui a permis de mettre en place une standardisation, on tentait d'homogénéiser les prises en charge en postnatal. Et à partir de 2009, Yann de Prest a monté les essais total, modérés et sévères qui nous ont permis d'évaluer cette technique d'occlusion trachéale. Alors, en parallèle, en France, on a monté avec Laurence Storm et Pascal de Lagosie le centre de référence maladie rare hernie de Kupol, donc Béclair-Bicêtre, on est centre constitutif. On a intégré la filière de soins FIMATO avec les malformations abdominales thoraciques quelques années plus tard. Et il y a 3 ans, on est rentré dans le RN Hernica pour Inherited and Congenital Anomalies. Et donc, je suis responsable du groupe chirurgie fœtale avec Yann de Prest. Donc, un petit mot sur les essais, enfin même je vous montre les résultats des essais. Donc, on était 14 centres à avoir inclus des patientes. Vous voyez que 80% des inclusions ont été faites par 4 centres, dont le nôtre, et les enfants sont nés dans 46 centres dans 15 pays différents. Donc, le circuit des patients, elles étaient adressées dans notre centre, randomisées 1 pour 1, soit elles étaient dans le groupe expectative prise en charge de façon la plus standardisée possible. C'est complètement illusoire de penser que tous les centres à travers le monde ont fait exactement la même chose. Et sinon, en fonction de la sévérité du LHR, elles étaient randomisées quand le LHR, pour faire simple, était moins de 25% dans la forme sévère, et donc les ballonnets étaient posés entre 27 et 29 et retirés à 34, et dans la forme modérée, LHR entre 25 et 44, la pose était faite entre 30 et 32, et pareil, on retirait le ballon à 34 semaines. Donc, pour faire très simple, l'histoire a été très longue. Premier cas, en tout cas chez nous à Paris, dans les formes modérées en 2012, et là, les essais ont été publiés en 2021. Et pour les formes sévères, on a commencé plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de débats pour savoir s'il y avait encore la place pour un essai randomisé pour les formes sévères, puisque l'équipe de Kypros Nicolaides et Yann de Prest avait publié un essai randomisé montrant que dans les formes sévères, il y avait une augmentation du taux de survie.
Et donc, il y a eu dont on n'a pas arrêté dans les congrès de réfléchir à s'il fallait faire un essai randomisé. Et la conclusion de la plupart des équipes, c'était qu'il n'y avait pas assez d'informations et pas assez de données solides, vu la lourdeur du traitement quand même. Et donc, on a décidé de faire un essai randomisé pour les formes sévères aussi, mais donc dans un deuxième temps. Donc, les formes modérées, l'essai s'est arrêté en avril 2020, 2 fois 98 patientes, enfin de 98 patients dans chaque groupe, et les formes sévères, l'essai a été fermé pour efficacité en mars 2020, donc on n'a pas fait toutes les inclusions prévues. Donc, LHR inférieur à 25 fois dans le thorax ou dans l'abdomen, forme sévère, hypoplasie modérée, avec des facteurs différents en fonction de si le foie est en bas ou en haut, avec comme critère de jugement principal la survie à la sortie de réa pour les formes sévères, et pour les formes modérées, survie à la sortie de réa, et dans un deuxième temps, le board international qui surveillait l'essai, et je peux vous dire qu'on a été très, très, très surveillé par l'ANSM aussi, ils ont demandé qu'on rajoute un co-critère de jugement principal qui était la survie à 6 mois sans oxygène. 167 patients ont été éligibles pour l'essai fétaux, mais finalement 95 patientes ont été randomisées. Et il faut savoir qu'on a eu la chance de publier dans le New England et ils nous ont demandé de récupérer toutes les données de toutes les patientes qui ont décliné. Donc ça a été très, 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 très long. Et donc 39 patientes en per protocole ont eu la féto et 38 en expectative. Et pour les formes modérées, 196 patientes ont été randomisées, 88 dans le groupe féto, 95 en expectative. Je suis obligée d'accélérer un petit peu parce que je suis trop bavarde. Donc, c'est des patientes pour lesquelles, dans le groupe sévère, le LHR était très bas, hein, vous voyez 21%, donc vraiment des patients très, très sévères, et 31% dans le groupe féto, ça reste quand même, on parle de forme modérée, mais avoir un LHR observé sur attendu à 31%, c'est quand même pas beaucoup. Donc, le critère de jugement principal dans les formes sévères, c'était la survie à la sortie. Et donc, vous voyez que dans le groupe expectatif, j'ai bien insisté sur le fait que c'était des formes très sévères. On est à 15% de survie versus 40% dans le groupe avec fétoscopie, et donc un résultat positif, et on améliore la survie de ces enfants. En revanche, dans la forme modérée, donc ça a été extrêmement frustrant pour nous, quand on regarde le critère de jugement principal, 50% de survie dans le groupe expectatif versus 63%, et donc un intervalle de confiance qui est assez large et qui passe par 1, et donc des résultats non significatifs, en tout cas d'un point de vue purement statistique. Un des problèmes de cette technique, c'est l'accouchement prématuré. Et donc, vous voyez que 48% des patientes ont rompu la poche des os avant 37 semaines, 75% ont accouché avant 37 semaines, mais beaucoup ont accouché entre 34 et 37. Mais ça reste de la prématurité. Et on sait très bien que quand un enfant naît avec une hernie de coupole, déjà, il n'a pas beaucoup de poumons. Donc, si en plus, il naît prématurément, on ne les arrange pas. Et malgré cela, malgré le fait qu'ils aient accouché prématurément dans les grands pourcentages de cas, le taux de survie est bien meilleur. Donc, ça veut dire que la technique fonctionne, mais simplement, on a 48% de rupture de la poche des os. Alors, rompre la poche des os ne veut pas dire qu'on va accoucher tout de suite parce que c'est des ruptures iatrogènes, mais quand elle rompait la poche des os et derrière, on retirait le ballon, par la même voie que ce que je vous ai montré, la plupart des patientes accouchaient. Pareil, pour les formes modérées, 44% de rupture avant 37 semaines, 64% d'accouchement avant 37 semaines, terme médian d'accouchement 35,9. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que dans le groupe expectatif, vous voyez qu'il y a aussi 22% d'accouchements prématurés. Donc, c'est une pathologie pour laquelle déjà spontanément, il y a des accouchements prématurés. Alors, il y a eu bien sûr donc, le devenir néonatal. En fait, cette étude n'était pas suffisamment puissante pour évaluer toutes les complications de la réa néonate. C'était vraiment survie, pas survie. Et donc, évidemment, il y a une étude qui est en cours pour obtenir plus d'informations et avoir plus de données sur le devenir à moyen terme de ces enfants. Alors, évidemment, la sécurité, la NSM a été assez drastique. Hein, c'était un essai classe D et on l'a bien senti. Il y a eu donc des problèmes au retrait du ballonnet dans 3 cas, et ça va être inhérent à cette technique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va devoir ouvrir les centres, et il va y avoir des problèmes de retrait parce qu'il faut des gens extrêmement bien formés, et moi je ne remercierai jamais assez les équipes d'ORL
de Bicêtre qui ont été d'astreinte pendant 7 ans gratuitement, et les réanimateurs. Au début, les ORL, quand on était obligé de retirer le ballon en urgence, se déplaçaient, et puis progressivement, les réanimateurs qui étaient toujours là se sont formés. On a fait avec l'équipe de Nolwenn de Sachet, et de Mostafa Motari, on a fait des séances de simulation, tout le monde a joué le jeu, et tous les réanimateurs de Bicêtre sont capables de retirer le ballonnet en urgence avec l'aide de l'obstétricien qui donne le fétoscope, et on le retire comme ça. Mais donc, merci infiniment à toutes ces équipes sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Donc, il n'y a pas eu plus de morts in utero ou d'HRP, il y a une trachéomalacie, mais on sait aussi que certains bébés avec les hernies sur des plus grosses séries, on peut avoir une trachéomalacie à cause des reflux. Donc, le principal problème, c'est le retrait du ballonnet. Et il y a eu effectivement un échec d'ablation, clairement. Une patiente en Angleterre qui s'est gourée d'endroits et qui a été dans son hôpital habituel, il n'y avait personne pour retirer le ballonnet, et une équipe qui dit que l'ablation a été longue et que c'est pour ça que l'enfant est mort. Le ballonnet a été retiré dans 38% en urgence, 59% en programmé, mais ça reste le problème principal. Mais dans des équipes comme la nôtre, bon, ça n'a jamais posé de problème. Donc, forme sévère, on peut dire que la phéto fait partie du traitement maintenant et qu'on doit le proposer aux patientes. En revanche, dans les formes modérées, c'est encore en discussion, mais ce qu'a fait l'équipe de Yann Deprest, c'est qu'en fait, parce que la raison pour laquelle on a artificiellement fait 2 essais, c'est que vous avez compris, au début, le comité d'éthique belge avait dit pas de forme sévère parce qu'on a assez de données, et puis en fait, à l'international, tout le monde a dit non, non, il faut un essai randomisé. Mais donc, on a fait un cut-off à 25 de façon totalement artificielle. Et donc là, on a mis toutes les données ensemble en tenant compte du fait que le ballonnet n'avait pas été posé au même terme. Et évidemment, le résultat, c'est qu'on montre que cette technique fonctionne. Et quand on prend juste les formes modérées, il y a également une vraie réflexion à avoir sur ce que c'est que la pertinence clinique d'une augmentation de 13% de survie. Tout dépend de comment vous présentez les choses aux gens. Et bien sûr, le problème reste l'accouchement prématuré. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un papier très intéressant dans JAMA qui dit, voilà, est-ce que les cliniciens doivent respecter absolument la non-significativité d'un résultat statistique, ou est-ce que dans certaines situations, en particulier pour les pathologies très rares, on ne peut pas adapter aux patients qu'on a en face de nous? Et évidemment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en sachant qu'il va quand même falloir fixer une limite. Et pour nous, la limite, c'est 40%. C'est-à-dire qu'un LHR supérieur à 40%, avec un foie intra-abdominal, évidemment, il n'y a pas de place pour la fétoscopie parce que le pronostic de ces enfants est pas trop mauvais, on va dire, en l'absence de traitement. Donc ça, c'est tous les centres qui nous ont envoyé des patientes, et encore merci aux équipes de Bicêtre, bien sûr. On a pu quand même rallier beaucoup de centres et avancer et être le 2e centre qui a le plus inclus, ce qui nous a permis de co-signer les 2 très beaux papiers qui sont sortis l'un après l'autre, et tous les gens qui ont participé ont pu être mis en co-auteur. Il y avait en tout 170 auteurs dans ce papier. Alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est il faut régler ce problème pour retirer le ballonnet. Retirer le ballonnet, c'est sûr que ça augmente la survie, ça diminue la morbidité parce que les pneumocytes récupèrent et il y a plus de surfactants. C'est hyper stressant pour les équipes, pour les patients aussi. Retirer le ballonnet, ça permet à la patiente de retourner à sa maternité d'origine, parce que si on ne le retire pas, il faut qu'elle accouche chez nous. Et puis, le terme idéal, c'est 34 semaines, mais on risque d'induire une rupture de la poche des os. Mais en même temps, nous, on ne pouvait pas rester après 34 avec les patientes avec le ballonnet, parce qu'elles risquaient d'accoucher à tout moment, et ça a été beaucoup de stress pour beaucoup de monde. On a été d'astreinte pendant 7 ans, à chaque fois qu'il y avait une patiente en cours, et comme c'était entre 4 et 6 semaines pour les patientes et qu'elles n'arrivaient pas en même temps, en fait, on était un peu d'astreinte tout le temps. Alors, la solution, c'est ce petit ballon qui a été inventé par Nicolas Sananès, qui est gynéco-obstétricien à Strasbourg, et il a fait sa thèse de science il y a maintenant au moins 4 ou 5 ans, et il a inventé exactement le même ballon que celui qu'on utilise nous, mais la différence, c'est qu'ici, juste là, il y a une petite bille qui est, en fait, qui est collée à un aimant. C'est-à-dire que la petite partie ici qui rentre dans le ballonnet, c'est un petit aimant. Et quand vous approchez un aimant de la bille, en fait, elle est attirée. Et du coup, il a inventé un protocole qui permet de ne pas retirer le ballonnet, mais de faire passer la patiente, donc ça, c'est pas évident, mais c'est une femme enceinte, de la faire passer autour d'une IRM, et ça dégonfle le ballonnet. Et ça c'est juste fantastique.
Donc, il y a eu beaucoup d'études faites chez la brebis avec Yann Deprest. Et nous, on a eu un contrat de recherche clinique avec Nicolas, Anne-Gaëlle et moi pour tester ce ballonnet chez l'homme. Donc là aussi, on a la NSM sur le dos et c'est un risque D et tout est contrôlé. Mais on a commencé en août, donc on a fait la première patiente grâce à l'équipe de Mme Adamsbaum et de Vannes, on a pu donc faire tourner la patiente autour de l'IRM il n'y a pas très longtemps. Vous faites l'écho avant, il y a le ballon. Vous faites l'écho après, il n'y a plus le ballon. C'est juste fantastique. Donc, plus de stress pour les réanimateurs, pour les ORL et pour nous. Et donc, l'essai en ce moment, il n'y a pas de randomisation. C'est les mêmes critères que les patientes qu'on a utilisées pour Total, mais plus le stress de l'ablation du ballonnet, on met juste la patiente autour de l'IRM. Pour ceux qui ne le savent pas, une machine IRM, en fait, et moi j'ai appris ça aussi, la machine IRM, en fait, est allumée 24/24. Donc, il suffit juste de pouvoir rentrer dans la pièce et faire tourner la patiente et ça enlève le ballon. Donc, je ne peux pas résister à vous mettre cette photo qui est un des premiers petits bébés pour lesquels j'ai posé un ballonnet. Donc, cet enfant a un prénom de chevalier de la table ronde et sa mère lui a donné ce prénom à bon escient. Et donc, la maman m'a envoyé cette photo que je trouve fantastique. Pour ceux qui ne savent pas non plus, quand on rentre dans une trachée, ça ressemble exactement à ça avec les anneaux. Et donc, bien sûr, tout ça n'a été possible que grâce au centre de référence, à mes collègues de Lille et de Marseille qui m'ont fait confiance et m'ont suivi dans toute cette aventure, beaucoup d'aide de la plateforme également, de la filière Fimato. Et voilà, je vous remercie. J'ai dû dépasser un peu, je suis désolée. Vous êtes toujours là? Oula. Oui, 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 on est Oui. toujours là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, Xavier Monet, merci beaucoup Alexandra, c'est passionnant et voir cette histoire, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Du coup, aujourd'hui, quelles sont les patientes à qui vous conseillez une interruption de grossesse finalement? Alors, qu'on soit clair, hein, le parcours de ces enfants est compliqué. Moi, je dis toujours au couple, écoutez, l'atterrissage de ces enfants est extrêmement compliqué. Donc, il faut que les parents suivent, soient bien au courant. Donc, en fait, avant qu'on pose le ballon, les patients voient chez nous, enfin à Bicêtre ou ailleurs en France, un chirurgien et un réanimateur pour être bien informés des conséquences à moyen et à long terme. Et en fait, on discute avec eux. Et de principe comme ça, je dirais que LHR inférieur à 25%, c'est un peu compliqué de leur dire que leur bébé a une forme très grave et que c'est pour ça qu'on leur pose le ballon et refuser l'interruption de grossesse. Ça, c'est notre point de vue dans l'équipe. Après, il y a des patients, tu leur racontes des trucs épouvantables et ils te disent « Ah ben non, nous on est à fond, tout ce qui peut aider notre enfant, on le fera ». Et puis d'autres, tu leur annonces 50% de survie et quand même une prise en charge qui est lourde, mais après l'âge de 3 ans, c'est quand même des enfants qui vont bien et il y a des gens qui ne suivent pas du tout. Donc, on essaie de mettre une limite à 40%, ce qui est d'ailleurs la limite à laquelle on propose la phéto. On essaie de ne pas non plus présenter la phétoscopie comme une alternative à l'IMG. Ce n'est pas soit vous donnez toutes les chances à votre bébé, vous passez par la phétoscopie, soit vous interrompez. Mais c'est des discussions assez lourdes. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que dans l'équipe, on est donc plusieurs à voir les patients pour les essais. Et en fait, en fonction de qui voit les patients, je l'avoue très clairement, hein, on n'a pas les mêmes taux d'adhérence. Ceux qui font, en fait, ceux qui posent les ballons, ils arrivent à inclure toutes les patientes. Nos collègues qui… Non, mais voilà, c'est comme ça. C'est parce qu'on est motivé. Et moi, je dis toujours aux gens, je ne suis pas objective. D'abord, j'ai un peu inventé la technique, donc je suis super motivée pour que ça fonctionne, hein, objectivement. Et il y a des patients, tu leur dis, vous avez 40% de risque d'accoucher prématurément, votre bébé va faire 2 mois de réa et bon, et ils suivent. Donc, bien évidemment, et c'est toujours le problème en prénatal, il y a un biais dans la façon dont on dit les choses, mais je dirais que maintenant qu'on a les chiffres de l'essai randomisé, c'est plus facile. D'abord, la plupart des gens l'ont lu, plus ou moins, enfin, ils ont plus ou moins compris, mais voilà. Et il m'est arrivé un truc complètement dingue la semaine dernière, j'étais en visioconf, parce que du coup, on les voit en téléconsulte, et j'étais en téléconsulte et je demande toujours aux gens ce qu'ils font pour savoir, pour adapter. Et le monsieur me dit, je suis chauffeur routier, et la dame me dit, moi, je travaille dans une usine. Et à un moment, j'ai dit, leur bébé avait 34% de LHR, et je dis, oui, enfin, 35%. Il me dit, non, 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 dans le papier, c'est 34,9. Alors là, j'étais fascinée. Le gars, il avait lu le papier,
c'était incroyable. Et donc, voilà, on s'adapte en fait. Ma réponse simple à ta question, c'est on s'adapte aux gens qu'on a en face de nous et à ce qu'ils souhaitent. Parce que pour les patientes, ça veut dire une péridurale, parce qu'on peut le faire sous local, mais en fait, pour mettre le bébé dans la position idéale que je vous ai montrée, il faut le tourner. Primipare, avec le ventre hyper béton, qui a un utérus un peu tonique, elles ont mal. Donc, en fait, on met une péridurale, on leur propose, mais on met une péridurale. Et puis après, pour celles qui habitent dans une ville où il n'y a pas d'astreinte ORL et où les réanimateurs ne sont pas formés, c'est-à-dire 99% des villes françaises, en fait, elles ne peuvent pas retourner chez elles. Donc, elles restent, merci la maison des parents aussi, elles restent à la maison des parents chez vous, avec nous sur le pont, avec des listes d'astreintes entre les gynécops, les réa, enfin, tout le monde est là sur le pont. Et c'est quand même assez lourd. Et après, surtout quand elles ont un boulot, des enfants à la maison, c'est très, très lourd. Hein. Donc, c'est quand même une démarche. Alors, on est très en lien avec l'association de parents. Et ce que dit la fille qui s'occupe de l'association, c'est que les gens ont vraiment l'impression d'aller jusqu'au bout et de tout faire pour aider leur enfant. Et que si l'enfant décède, mais bon, ils ont tout fait. Ouais, mais tu vois, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus profiter de ça pour leur vendre notre truc. Donc, c'est vraiment des discussions. Donc, moi, j'ai décidé que je m'en tenais aux chiffres en étant extrêmement clair sur les risques. Et puis, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Il y a tellement de facteurs entre le passé obstétrical, l'âge de la patiente, la religion, ce qu'ils font dans la vie. Enfin, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte, l'état psychologique, que voilà. En fait, il n'y a pas de règle. On s'adapte aux gens qu'on a en face de nous. Quand tu dis qu'ils ont une vie compliquée jusqu'à 3 ans, on entend qu'il y a une réanimation néonatale, mais après, c'est quoi les complications possibles ou justement les difficultés qu'ils rencontrent jusqu'à ce âge-là? Alors, je parle sous contrôle de Tama, j'ai vu qu'elle était branchée et qui est très, très investie dans le suivi de ses enfants. C'est quand même des enfants qui peuvent avoir une insuffisance respiratoire. Alors, le but de l'équipe, c'est que les enfants ne rentrent pas à la maison avec de l'oxygène, mais ça peut arriver, de moins en moins quand même, mais ça peut arriver. Ceux qui sont passés par l'ECMO pour les plus sévères, c'est quand même des prises en charge très, très lourdes. Et puis, beaucoup ont ce qu'on appelle les troubles de l'oralité, en grande partie parce qu'ils ne sont pas alimentés tout de suite. Hein. Et donc, en fait, ils ont du mal à s'alimenter. Ceux qui ont l'estomac très, très ascensionné dans le thorax, en fait, ils ont des gros reflux gastro-œsophagiens parce que probablement que l'anatomie étant très perturbée. Et c'est Anne-Gaëlle qui avait montré qu'il y avait une très, très bonne corrélation entre les troubles digestifs à 2 ans, Anne-Gaëlle Cordier, troubles digestifs à 2 ans et la place de l'estomac à l'écho, et ce qui est tout à fait logique. Donc, quand c'est des enfants qui tant qu'ils ne se mettent pas assis ou qui ne marchent pas, sont très handicapés par le reflux. Alors, pas tous, et ça, on sait que dans les formes sévères, ils cumulent un peu tout, mais par exemple, il y a des enfants qui développent des scolioses après 5 ans et on ne sait pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est un problème au moment de l'intervention avec les piliers du diaphragme qui sont un peu trop tirés? Enfin bon, mais pour l'instant, d'abord, il y a très peu de cas. Alors d'abord, hernie coupole, c'est rare. Les formes sévères qui survivent, c'est rare aussi. Et ceux qui font des complications aussi. Donc, tu vois, il y a des séries où il y a 50 patients, on est content. Hein. C'est aussi le problème du diagnostic prénatal. Oui, c'est que c'est des maladies rares et bon, voilà, donc on n'a pas beaucoup de données. Il y a d'autres questions? Je ne vois pas le chat. Non. Tama, tu veux faire un commentaire? J'ai vu, je ne sais pas si elle est toujours là. Non. Si, je suis là, oui, tout à fait. Merci Alexandra. Oui, effectivement, on a effectivement commencé à revoir à distance les enfants. Donc la cohorte là commence un petit peu à s'étoffer. Effectivement, c'est un peu ce que tu as dit. Souvent, les 2-3 premières années sont compliquées où il y a effectivement beaucoup de problèmes, on va dire, respiratoires. Ceux qui avaient les formes sévères, effectivement, les trachéotomies, etc. Donc ceux-là, ils ont 2-3 années effectivement bien compliquées, mais de manière globale, ils évoluent plutôt favorablement avec 2-3 années compliquées et quand on les revoit vers
vers l'âge de 6 ans, en tout cas sur le plan respiratoire, les choses évoluent favorablement. Donc là, la cohorte est petite, il faut qu'on l'étoffe un petit peu plus pour pouvoir avoir des données un peu plus représentatives, mais sur le plan respiratoire, ça va. Maintenant, les troubles de l'oralité, ça c'est vraiment un très gros problème, comme tu l'as dit, associé au reflux. Ils ont des parcours compliqués. Après, là, il faut qu'on ait un petit peu plus de recul, effectivement, mais j'ai envie de dire, sur l'évolution clinique globale à distance, on est plutôt rassuré. Après, le gros travail qu'on avait fait avec la radio et Van, c'est ce qui nous intéressait, c'était finalement de voir quel était leur devenir respiratoire, le développement de leurs poumons. Et effectivement, on a mis en évidence sur un petit travail préliminaire des anomalies un peu morphologiques, vasculaires, pulmonaires, très particulières, avec comment on appelle ça, une distribution des vaisseaux du côté de la hernie opérée très, très particulière qui n'est jamais décrite dans la littérature, avec des emphysèmes du côté de l'opération. Donc du coup, là, on est en train de continuer ce travail-là. Ces anomalies nous embêtent un peu en se disant, est-ce que c'est le lit de problèmes futurs à l'âge adulte? Parce que là, vers 6-8 ans, ils n'ont pas de problème respiratoire, mais est-ce que c'est modifications architecturales, vasculaires, pulmonaires et également les modifications pulmonaires vont être un problème un peu plus tard. Donc, c'est suivi vraiment dans les années qui viennent qui vont nous permettre de répondre à ça. Alors, deux commentaires de ce que tu viens de dire. D'abord, pour l'instant, comme on n'a pas les moyens de suivre tout le monde, et je parle sous contrôle de Nolwenn, j'ai vu qu'elle était là aussi, je pense que toi, tu as un petit biais de recrutement. C'est-à-dire que ceux que tu vois, c'est ceux qui ont besoin de toi, parce qu'on n'a pas les moyens de suivre tout le monde, et c'est vraiment dommage. Et donc déjà, il y a ça. Et il y a quand même pas mal de séries d'adultes porteurs de hernie. Et moi, maintenant, je m'intéresse aux femmes enceintes aux femmes qui commencent à être enceintes porteuses de hernie parce qu'il commence à y en avoir, des enfants qui ont survécu il y a 30 ans, qui maintenant sont enceintes. Bon. Et c'est quand même des adultes, on sait qu'ils ont des anomalies, mais ils ont l'air de bien fonctionner. Mais c'est vrai que les anomalies que vous avez décrites avec Van, voilà, c'est quand même quelque chose de très particulier et il faut suivre pour voir ce que c'est. C'est très, très intéressant. Mais idéalement, il faudrait que tu les vois tous. Voilà. Nolwenn, tu veux dire quelque chose? Non, je n'ai pas vu le nom de Nolwenn. Non. Bon. Elle est retournée assez malade. Ouais, c'est ça. C'était petit malade. C'était très intéressant en tout cas. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Et de voir notamment le dessous des papiers qu'on avait lus, mais la discussion sur l'opportunité de se randomiser, c'est très intéressant. Alors, j'ai dû passer un peu vite, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les 14 centres qui ont participé, Houston, par exemple, n'a participé qu'aux formes modérées parce qu'il considérait que pour les formes sévères, il les poserait à tout le monde. Et les Japonais ont participé qu'aux formes sévères parce que pour eux, ce n'était pas éthique de le proposer aux formes modérées tant qu'on ne l'avait pas démontré dans les sévères. Et c'est très intéressant de voir qu'en fonction des pays, les gens ont opté pour l'un ou pour l'autre avec les mêmes résultats. C'est-à-dire que tout le monde avait la même information de départ. Et en fonction du pays et des cultures, certains ont considéré qu'il n'y avait pas de problème, on pouvait le faire pour tout le monde, et d'autres, non, pas du tout. Donc ça, j'ai trouvé ça... Alors, les débats étaient passionnants. Et bon, évidemment, personne ne détient la vérité absolue, mais bon, voilà. Ce qui prouve qu'il fallait le faire chez les deux. Il y en avait pour les uns et pour les autres. Surtout qu'on a trouvé des résultats différents, ce qui ne nous arrange pas du tout. Mais bon, voilà, c'est la vraie vie. Alors, on espère, avec le ballonnet de Nicolas, que les patientes vont accoucher moins prématurément. Alors, pour la petite histoire, la première qu'on a posée a rompu la poche des os à 31 semaines parce qu'en fait, on pense que c'est inhérent au geste, malheureusement. Mais en revanche, on l'a juste fait passer autour de l'IRM, donc on n'a pas eu besoin d'y retourner. Et là, sauf si Nantes ne m'a pas informé, mais elle est à 36,5 et elle n'a pas accouché. Donc, ça prouve bien que la rupture est très iatrogène et n'entraîne pas forcément l'accouchement. Et si on pouvait démontrer qu'avec le ballonnet, toutes les patientes accouchent au-dessus de 37, on a gagné. Parce que vous avez bien vu dans les résultats que la technique fonctionne. En fait, ce qui ne va pas, c'est qu'elles accouchent prématurément.
Donc, si jamais ça fonctionne, alors ça serait… Puis alors, nous, quel soulagement. Enfin, Nolwenn n'a pas l'air d'être là, mais on s'est fait des gros stress quand même, hein, les équipes de bicêtre, là. Bon, je pense que… Et puis Anne-Gaëlle et moi, on a été beaucoup d'astreintes. Hein. Maintenant, il y a Grégoire Duméry dans le lot aussi, mais ça a été très compliqué quand même. C'est bon? Merci à tous.